Le réveil ne sonna que 2 fois ce matin. Sophie l'a tout de suite arrêté et s'est jetée hors du lit pour attaquer la journée, comme à son habitude, sur les chapeaux de roue. Je l'ai suivie peu après, souhaitant moi-même me rendre tôt à la fac pour voir Sauterelle et la Fronde. Sophie se lavait les dents énergiquement, avec dans l'autre main une tasse de thé chaud qui versait régulièrement de grosses gouttes sur ses pieds nus, ce qui l'agaçait profondément. Je passais derrière elle en la chatouillant, mais elle était exaspérée et me répondait par de brèves onomatopées qui s'échappaient de sa bouche pleine de dentifrice. Quand elle fut prête, je lui demandai de bien vouloir récupérer ma lettre auprès de Mélanie, qu'elle devait voir aujourd'hui. Elle me dit oui furtivement et descendit vite travailler car elle attendait une grosse commande en vue de la rentrée des classes des vacances de la Toussaint qui se faisait proche. Les parents du quartier avaient en effet pris l'habitude d'offrir des jouets à leurs enfants pour leur faire accepter la fin des vacances et la reprise de l'école. Enfin seul, je pris le temps de regarder les nouvelles sur mon ordinateur portable. Le serveur Yahoo faisait ses gros titres avec un événement sensationnel. Un enfant avait réussi à avaler un peigne de 15 cm de long en jouant. J'étais assez épaté et me demandais si quelqu'un ne vérifiait jamais les sources de telles informations. Après avoir essayé de faire rentrer un peigne dans ma bouche pendant 2 minutes et m'être brossé les dents en un quart de seconde, je suis descendu prestement pour prendre le 89 qui me laisserait sans nul doute au Panthéon, à 2 pas du boulevard Saint-Michel et de sa vénérable institution, la Sorbonne. Après avoir patienté plus de 5 minutes dans une fraîcheur toute de saison, j'ai observé une vieille qui voulait que son petit chien ne joue pas avec la grande laisse rétractable qui l'immobilisait. Je me suis installé confortablement dans le fond du bus, près d'une fenêtre. J'aimais bien regarder le boulevard Saint-Germain bordé d'arbres au beau feuillage vert qui laissait entrevoir une vie de quartier réduite à quelques boutiques, bistrots de luxe et vagues sandwicheries, toutes trois destinées à plaire aux touristes du monde entier qui errent quotidiennement dans un quartier qui ne vit plus que sur le cadavre d'une époque où le jazz donnait le ton dans les caves enfumées et joyeuses de Saint-Germain-des-Prés du soir au matin. J'aimais bien descendre au Panthéon pour jouir de la beauté de la place du même nom dont l'église Saint-Étienne-du-Mont est le joyau incontestable par son architecture unique, faite d'unités dissonantes. En longeant le boulevard Saint-Michel, je suis tombé sur Sauterelle qui avalait un chausson aux pommes brûlant. Il pestait contre le boulanger et rougissait à chaque bouchée. La compote de pommes poisseuses du chausson lui coulait le long des doigts qu'il agitait en l'air pour les nettoyer. « Alors, Sauterelle, on a faim de si bon matin ?»« Tu laisses manger. »« Dis donc, je vais remettre la main sur ma lettre humate. »« Sans blague. »« Ouais, c'est la décoratrice de Sophie qui l'a et elle va lui rendre aujourd'hui. »« Cool. » Le seul problème, c'est que son mari l'a lu. « Alors, rends du mari. » En fait, pas trop, il dirige le renseignement français. Est-ce que tu crois que le renseignement français a quelque chose à foutre des martiens? T'es un grand maboule. J'aurais préféré qu'il la lise pas, c'est tout. Crois-moi, t'en as rien à foutre de ces mecs-là, les martiens, c'est pas leur truc. Sauterelle pouvait avoir raison, mais si je me fiais à Manuel, il fallait plutôt se méfier des instances officielles en matière de contact martien. Nous arrivions rue Victor Cousin devant l'entrée des élèves de la fac et la Fronde était là, adossée au mur, une cigarette à la bouche. Thierry, dit la Fronde, venait, contrairement à Sauterelle et moi-même, d'une grande famille parisienne qui avait fait fortune dans l'industrie avant de se reconvertir dans le marché de l'art contemporain. Il avait toujours une hauteur de vue que nous n'avions pas et pour fréquenter les cercles de pouvoir, une certaine mise à distance des fantasmes qu'ils opèrent sur les gens de la petite et de la moyenne bourgeoisie. La Fronde était toujours calme et distingué. Il s'habillait avec soin mais sans affectation. J'étais très admiratif de la Fronde,
qui avait toujours une longueur d'avance sur nous. Sauterelle lui avait raconté l'histoire de mes humates et lui avait répondu qu'il connaissait un peu le phénomène et qu'il avait des choses à me dire à ce sujet. Qu'il connaisse les humates ne m'avait pas réellement surpris, mais avait plutôt fait grandir en moi mon admiration pour cet être détaché et sûr de lui. La fronde me serra la main et me fit un clin d'œil. « Alors, les humates t'ont écrit ?»« Ouais, qu'est-ce que t'en penses ?» Sauterelle ne put s'empêcher de lui raconter mes angoisses policières. Il pense que les services secrets vont le être sur écoute. La fronde reprit calmement. Je ne pense pas, même si cela pourrait être possible. D'après ce que je sais à propos de cette histoire d'humates, il semblerait que ce soit plutôt l'émanation d'un organe comme la CIA ou le KGB, du moins au début, afin d'observer les réactions des scientifiques du monde entier s'ils étaient réellement confrontés à un contact avec des entités extraterrestres. Un Espagnol illuminé a ensuite revendiqué tout le canular dans les années 80 ou 90, puis le phénomène s'est un peu éteint de lui-même. Dans ton cas, c'est curieux. C'est probablement un canular du même type, mais cela reste intriguant, si tu veux mon avis. Oui, cette histoire est bizarre et je ne sais pas quoi en penser. Je te montrerai la lettre dès que j'aurai remis la main dessus. Et c'est sur ces mots que nous sommes entrés dans la cour de la Sorbonne pour aller écouter François Cuchet, un professeur d'histoire maritime. Juste avant d'entrer dans l'amphi, mon portable s'est mis à sonner et j'ai vite reconnu la voix de mon interlocuteur. C'était Manuel.